dur là. De négocier sur des pavés un virage, parce qu'on ne sait pas déjà ce qui se trouve à la sortie du virage, donc c'est difficile d'anticiper. Et ensuite, il y a des changements de trajectoire, on est obligé d'incliner un peu la machine et on s'expose à une perte d'adhérence. Ezel à 12 secondes, hein. Il va avoir du mal à rentrer. Il était à 5 secondes tout à l'heure, 12 secondes pour Bernard Ezel, qui est dans les voitures, on vient de le voir, mais qui éprouve d'énormes difficultés pour rentrer. Jean-René Godard à proximité des hommes de tête. Oui, nous venons de laisser passer ce groupe de tête où le rythme était relativement soutenu dans ce secteur pavé et à l'instant vient de passer sur notre droite Bernard Ezel. J'espère qu'il ne lui manque pas grand-chose à Bernard Ezel pour réussir à rentrer. Je me retourne. Bernard Ezel est à environ 25 mètres du groupe Tom Bonnen. 25 mètres environ. Nous entrons dans une localité sur une route asphaltée. Cela sera peut-être plus simple pour lui, mais il faut qu'il fasse vite car ensuite vont recommencer. Là, je pense qu'il va rendre Bernard Ezel. Les voitures des directeurs sportifs sont maintenant derrière lui et l'on peut imaginer, voilà, c'est ça. Il revient. Et il est rentré au bon moment, je pense. Il revient effectivement au bon moment et c'est justice parce qu'il a fait une véritable chasse derrière et il n'a pas paniqué à aucun moment. Hein. Il est rentré, il était calé dans les voitures. Il est bien revenu. Et puis il est bien revenu. Hein. Il est bien revenu et je pense que tout à l'heure, nous avons peut-être mal interprété. Lorsqu'il s'est fait distancer, il a peut-être eu un petit problème mécanique avec son vélo, je suppose, parce que c'est vrai que lorsqu'on est distancé, de la façon dont il a été distancé, on a l'impression qu'il est resté cloué sur la route. Être incapable de revenir, ça relève quand même de l'exploit et c'est incohérent. Donc de le voir revenir, ça m'inspire quand même qu'il a eu un problème d'abord mécanique, qu'il a pu résoudre et le voilà maintenant reparti dans ce groupe de tête. Ils sont donc 8 en tête maintenant. Vous avez vu comment on s'observe, là, les petits regards en coin. Oui, c'est... Fletcher qui regarde derrière, Tom Bonnen, Alessandro Ballan, ils sont tous là, ils se regardent et on épie le prochain épisode, la prochaine attaque. Hein. Qui va attaquer? Allez, Fletcher encore lui, il a beaucoup donné. Cancellara encore lui, il a beaucoup donné également. Hein. Et Eisel est bien rentré et il fait bonne impression. Moi je crois qu'il faut garder des forces parce que lorsque Bonnen va changer de rythme, il va falloir avoir des ressources pour pouvoir le suivre. Quand on regarde simplement le coup de pédale des différents concurrents de cette échappée, on constate quand même à celui de Tom Bonnen qu'il en a encore sous la pédale. Hein. Il n'a pas dit son dernier mot et on connaît son tempérament. Sur le Tour des Flandres, il était impatient qu'il y ait une attaque pour l'accompagner. S'il n'y avait pas eu d'attaque, c'est lui qui aurait donc anticipé. Et je crois qu'on risque de vivre quelque chose de similaire aujourd'hui. Il est omniprésent dès qu'il y a une offensive et si toutefois il n'y en avait pas, c'est lui qui risque de provoquer la décision. Guédon aura du mal à rentrer, hein. On le voit avec Weissman. Thierry Adam, vous êtes à ses côtés, je crois. Oui, confirmation, 50 secondes l'écart entre le groupe de 8, le groupe de tête et le trio composé à l'instant même de Frédéric Guédon qui mène devant Stefan Weissman et Gert Stigmans. C'est Stigmans qui a le plus de mal à prendre les relais, d'ailleurs il n'en prend quasiment jamais. Weissman là, qui vient de prendre le relais de Frédéric Guédon qui se remet en deuxième position et Stigmans donc qui prend la troisième. Je crois que malheureusement pour ces trois-là, 50 secondes, ça sera mission impossible pour revenir sur le groupe de 8. Fallait pas louper ce wagon-là, ou fallait pouvoir le suivre. Je pense sincèrement, alors on était tout à l'heure juste derrière Bernhard Eisel, le coureur autrichien, le plus français des Autrichiens comme il aime à le dire, et qui je crois a eu un petit coup de moins bien, un petit coup de fatigue, et qui a été très content de voir Marc Madiot venir à sa hauteur. Et là, je peux vous dire que Marc Madiot au volant, c'est quelqu'un qui est exceptionnel, qui prend des risques, mais qui sait que tout peut se jouer à une seconde. Et Marc Madiot est revenu, ça s'est joué à 10 secondes près, à hauteur de son coureur, a réussi à lui faire passer un bidon. Et je crois que ça lui a un petit peu, entre guillemets, sauvé les kilomètres qui ont suivi. Et ensuite, il a retrouvé le coup de pédale. 35 km de l'arrivée pour le groupe de tête. 35 km et on s'entend bien devant. Hein. Ça va, ouais, l'entente est bonne pour l'instant. C'est vrai qu'il y a eu une passe d'armes. Maintenant, le calme semble être revenu. Bernard Eisel a récupéré son bidon. Il devait certainement avoir un petit coup de chauffe et il avait besoin de se rafraîchir. Et c'est à mieux qu'il soit revenu dans ce groupe. Et il se retourne et beaucoup. Il réclame même le relais, donc c'est vous dire s'il s'est requinqué parce qu'il a envie que ça roule un peu plus vite.
Et ça roule à combien là? On n'a pas l'impression d'une grosse allure là. Hein. Non, non, là le rythme semble s'être un peu réduit. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'épie un petit peu là. Hein. Ça a temporisé. On se regarde là, c'est tactique là. Hein. C'est par à coup. Hein. Il y a des grands coups d'accélération sur des secteurs pavés. Et puis ensuite, bon, une fois que le groupe s'est recomposé, on attend la prochaine échéance. Donc il y a des coureurs qui commencent certainement à sentir et à voir leurs limites et qui en gardent un petit peu sous la pédale en se disant ils sont mieux placés que nous, vous savez, pour juger de l'état de fraîcheur de leurs adversaires. Donc ils s'attendent certainement à ce que l'un d'entre eux attaque. Hein. Alors supériorité numérique pour les Discovery avec Gusev et Lifehost. Malheureusement pour eux, Incapi a disparu tout à l'heure, victime d'un incident mécanique. Et là on va aborder le secteur pavé numéro 7 qui est celui de Templeuve-l'Épinette. Nous serons à 34 km de l'arrivée. 34 km de l'arrivée au pays des Moulins avec des belles voiles rouges. Très très belles voiles rouges. On met des voiles rouges pour repérer les moulins, hein. C'est fait pour ça. Surtout pour les pilotes, pour l'aviation et ceux qui font du razmot. Alors que devant, on ne s'ennuie pas. Hein. Il y a encore un coup d'accélération là sur ce secteur pavé. Alors là pour l'instant c'est difficile de savoir qui est en tête et qui accélère. C'est Peter Van Petegem qui impose le rythme. Avec Bonnen dans la roue, immanquablement. Des images superbes. Et même à proximité des moulins, il y a un géant. Hein. Partout. Le moulin face au vent. Et face aux coureurs qui vont se présenter dans quelques secondes. Sur le secteur pavé numéro 7. Le moulin que vous avez vu, c'est évidemment le moulin de Vertin que tout le monde connaît dans la région. Et voici les hommes de tête. Sous la conduite de Tom Bonnen. Fletcher dans la roue. Et Cancellara juste derrière. Secteur numéro 7. Donc nous sommes à 33 km 500 de l'arrivée. Un secteur qui n'est classé que numéro 2 étoiles. Alors qu'il n'est pas évident du tout. À regarder la puissance de Bonnen, vue du ciel, avec la Westcam. Pas mal, hein. Ah, c'est plus facile de le suivre avec l'hélicoptère oui. qu'en bicyclette. Hein. Et il est bien en ligne, hein. Il est bien en ligne. C'est du costaud, ça. Hein. Et là, on peut vraiment apprécier sur ces images les vibrations auxquelles sont soumis les coureurs hein, à chaque secteur pavé. On finit par en être complètement abruti, même un petit peu en fin de course. Hein. On est abruti un peu par toutes ces vibrations, par l'intensité de l'effort et on finit par plus trop savoir où c'est qu'on habite. Hein. Je suppose que le lendemain, on a mal au poignet, quoi. Oui, le lendemain et les jours d'après aussi. Ça dure quelques jours. Hein. Et pendant quelques jours, ça laisse des traces, Paris-Roubaix. Et bon, ça se mérite aussi. Hein. Ouais. Et vous le disiez, il faut mettre un peu plus de guidoline hein, sur le guidon pour amortir les chocs. C'est dans la tête que ça se passe, hein, quand même, à ce niveau-là. Mais... c'est beaucoup dans les jambes. Et ensuite, dans la tête, il faut être prêt à partir au combat. Il faut être prêt à souffrir. Et c'est vrai qu'il y a des aménagements qui sont spécifiques à cette épreuve pour essayer de rendre la tâche moins difficile, la rendre un peu moins pénible. Mais bon, voilà, oui, rajouter une épaisseur de guidoline. Mais il y a aussi une technique, c'est qu'il ne faut surtout pas serrer trop fort le guidon. Sinon, on prend toutes les vibrations en direct dans toutes les articulations. Il faut bien sûr le tenir, le guidon. On voit toute l'importance de tenir le guidon quand on se rend compte de ce qu'il arrive, quand la fourche casse, on l'a vu tout à l'heure avec Incapi, mais il ne faut pas serrer trop fort. Voilà, les hommes de tête, on l'a vu, on a vu Guédon qui malheureusement ne reviendra pas, il est derrière en compagnie de Weisman, il est à près d'une minute maintenant. On va faire un dernier break avant d'attaquer le final de Paris-Roubaix, vous restez avec nous évidemment, il y a du suspense, il y a de l'émotion, il y a de la magie. La magie d'une course qui n'est vraiment pas comme les autres, on vous le dit depuis tout à l'heure. Merci d'être avec nous, à tout de suite.
C'est fort dehors, moi j'entends. Un tout petit peu. Non, lui, c'est lui, moi je. Ah, tu peux pas, non, t'inquiète pas. Le prochain secteur pavé. Déjà 31. Oui. C'est celui-là, hein? Ouais, on est là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hommes en tête, hein? À nouveau la route de Paris-Roubaix en direct sur France 2. Nous sommes à 30 km, un peu plus de 30 km de l'arrivée. Dans quelques instants, les coureurs vont aborder la première partie du secteur pavé numéro 6 qui conduira les coureurs de Sizouin à Bourguel. On vous rappelle la situation en tête. 8 coureurs en tête de la course. Il y a là Cancellara que vous avez aperçu. Il y a là Tom Bonnen, Peter Van Petegem, Alessandro Ballan, Gusev, Leif Host, Juan Antonio Flecha et Bernard Ezel. Tous les favoris sont là, sous la conduite pour l'instant de Peter Van Petegem. Oui, il en manque quelques-uns qui malheureusement ne sont pas passés au travers des mailles du filet, hein, qui ont été victimes de malchance. On a vu Incapi et Ushoff. Surtout ouais. Pour Incapi, qui logiquement aurait dû être dans ce groupe. Là, il ne pouvait pas faire autrement, malheureusement pour lui. Mais sinon, la course, finalement, s'est décidée en costaud depuis le départ. Il n'y a pas eu vraiment de gros incidents, hormis Incapi. Les coureurs qui se retrouvent ici par leur qualité physique, par leur volonté aussi de bien figurer dans cette course. C'est des Duromal, ils sont là, présents dans le final de Paris-Roubaix, encore concentrés parce que la course n'est pas terminée. Il va falloir être encore costaud pour affronter les derniers secteurs pavés parce que ça va encore redoubler de vitesse. Bien sûr, il y a un affrontement ultime qui va avoir lieu entre les plus forts et quand on parle des plus forts, bon, on voit bien que Tom Bonnen semble très concentré, il semble très à l'aise. On sent Cancellara aussi très facile. Flecha pas mal non plus. Flecha n'est pas mal, il a été un petit peu piégé tout à l'heure, mais je pense que c'était un petit faux pas, mais je le sens quand même très en jambes. Donc Van Petegem m'a l'air un peu moins bien. Et celui qui me surprend un petit peu, c'est Alessandro Ballan, qui ne fait pas de mine, le coureur de Alampré, qui prend maintenant son relais. Il est tout flué, et il est grand ce coureur, il est rapide au sprint, et finalement il est assez bon partout. Il avait attaqué dans le Poggio de Milan-San Remo en montée, présent également dans le final du Tour des Flandres, bon un petit peu en retrait, mais là sur ce Paris-Roubaix, tout à l'heure sur l'accélération de Tom Bonnen, il a répondu du tac au tac, donc Alessandro Ballan. Nevos n'a pas l'air mal non plus, hein. Là il prend toutes ses responsabilités puisque George Incapi n'est plus là malheureusement pour l'équipe Discovery. Et ça va vite, hein. Ça va vite, peut-être pas là, mais depuis ce matin, 42 km/h de moyenne, ce qui fait que l'arrivée, on avait dit 17h, 17h15, et bien l'arrivée se situera aux alentours de 16h50, hein. Une des meilleures moyennes. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un Paris-Roubaix qui s'est couru à très vive allure, malgré un vent qui n'était quand même pas toujours favorable. Il était de 3 quarts face ou de côté. Donc ça a eu pour effet de dynamiser la course, de rendre le peloton un petit peu plus nerveux. Mais il faut rajouter également que la route étant sèche, ça favorise aussi une progression plus rapide sur les pavés. Et voilà, donc on arrive avec une moyenne effectivement qui est très élevée. Ces trois-là ne reviendront pas. On a vu Stegmans, on a vu Frédéric Guédon qui n'a pas pris le bon wagon malheureusement, et on a vu Weisman. Ils sont à 1,22. Accélération de Vladimir Gusev. Et Ballan qui est toujours là. Hein. Impressionnant Ballan, hein. Grand coursier. Hein. Plus d'1,90 m. Il fait partie de ces coureurs qui s'affirment maintenant à un très haut niveau, qui sont encore méconnus du grand public, mais voilà, dans des courses comme celle-là, comme Paris-Roubaix, comme le Tour des Flandres, Milan-San Remo,
c'est des tremplins, je dirais, idéaux pour aller se montrer, pour s'affirmer et devenir un champion. Et ce sont les grandes courses qui font les grands coureurs, et il est sur la voie pour devenir un grand coureur, ce Ballan. 27 km de l'arrivée avec les 8 coureurs de tête. 8 coureurs de tête, Flecha devant, Tom Bonnen qui prend sa part de responsabilité, qui est devant. Et tout va se jouer dans les prochains secteurs pavés. Il reste 6 secteurs pavés, avec notamment le fameux carrefour de l'Arbre. C'est là que l'on pourrait assister à la décision. Regardez, Bernard Tezel qui se retourne. Tout le monde se retourne. Tom Bonnen se retourne. Cancellara qui intériorise beaucoup plus que tout à l'heure. Alessandro Ballan, le grand gaillard qui est toujours derrière. Belle course, et Leif Host et Gusev qui sont juste derrière. Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement. Il fait tousser, éternuer, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas, on s'occupera de toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Pour ne pas l'attraper, il faut se protéger, même si on ne le voit pas. Le meilleur moyen, c'est de se laver les mains très souvent et de ne pas rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tous rester chez soi. Madame, monsieur, j'apprends vite et peux travailler dans les environnements les plus dangereux et bruyants. J'ai rien cassé de la journée. Shifting Gears avec Aaron Kaufman du lundi au vendredi sur Eurosport et Eurosport Player. Retrouvez Paris-Roubaix sur Eurosport avec Zwift, application d'entraînement. Zwift, fun is fast. 27 km de l'arrivée, on attaque le secteur pavé numéro 6, celui dont je parlais tout à l'heure. Secteur pavé de Sizouin à Bourguel. Il a toujours été emprunté depuis 1981. La partie sur Sizouin a été baptisée Duclos-Lassalle, en hommage au double vainqueur de Paris-Roubaix. Alors ça va commencer par un faux plat montant et après il y a un L. Alors le champion du monde, comme il le fait à chaque fois, prend l'affaire en main à chaque fois dans les secteurs pavés. Alors on sent toute la puissance qui se dégage chez ce coureur, dès qu'il est sur les pavés. On a l'impression qu'il est en début de course. On imagine que pour lui c'est pas facile non plus, qu'il doit souffrir comme les autres, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Il donne vraiment une belle impression d'aisance, de puissance sur les pavés. Il faut dire qu'en Belgique, il y en a beaucoup et que c'est un adepte de ce type de terrain. Et qu'il est pratiquement dans son jardin. On n'est pas si loin de la Belgique. Et c'est une course qui lui plaît également beaucoup, qu'il a disputé chez les amateurs déjà. Et son premier Paris-Roubaix, il avait pris la 3e place. Il était alors dans l'équipe de Lance Armstrong, du S-Postal. C'était déjà un sacré exploit. C'est Dirk de Mol qui l'avait remarqué. Il avait fait le bon choix là. Oui, mais ça c'est révélateur quand même d'un très très gros potentiel. Et il n'est pas du tout étonnant maintenant de le retrouver avec un maillot de champion du monde et le palmarès qu'il a aujourd'hui, à peine 25 ans. Il va encore peser sur la course. Quand il va décider d'accélérer, il va falloir être sacrément costaud pour s'accrocher. Un petit accrochage ici entre Ballan, visiblement, et Leif Host. Thierry Adam, vous êtes juste derrière, non? Vous avez assisté à l'accrochage? Leif Host et Ballan qui ont eu il y avait un bidon par terre et donc il y en a un qui a freiné, il y en a un qui a dérapé, c'est Ballan qui a dérapé et qui a enlevé ses cale-pieds, ses chaussures, des cales et donc qui a dû perdre un petit peu de temps, qui revient maintenant, me semble-t-il, en tout cas c'est lui qui revient le plus vite. C'est Gusev qui est tombé, je crois. Ça a l'air d'être un petit peu plus difficile, me semble-t-il, pour Gusev. C'est Gusev, pardon, qui était là, juste devant moi, avec son dossard numéro 13. Il y a tellement de poussière, tellement de monde qu'on n'arrive même plus à voir les dossards. Et pour l'instant, c'est Ballan qui revient le plus vite sur le groupe de tête. C'est spectaculaire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de bobo. Non, mais il aurait pu. Vous avez vu, la clavicule, enfin, en tout cas, l'épaule droite d'Alessandro Ballan a tapé en premier sur le sol et il aurait pu lui aussi se casser la clavicule. C'est une blessure très très courante chez les coureurs cyclistes. Lorsqu'on n'a pas le temps d'appréhender la chute, c'est généralement ce qui arrive en premier, c'est l'articulation qui cède à la première. Mais Ballan a eu le réflexe
qui nous laisse à penser que ce n'était pas grave, c'est qu'il s'est relevé immédiatement, il a couru vers son vélo, il est reparti. C'est la course d'abord et on verra pour les bobos ensuite. Vous voyez maintenant qu'il est rentré devant, il regarde un petit peu son coude. Il a jeté un petit coup d'œil au coude quand même, un petit peu. Hein. Et voilà, mais bon, on fait le bilan après, c'est pas le moment de se lamenter sur son sort lorsqu'on est à terre dans un final de Paris-Roubaix. Ça coûte tellement d'efforts d'arriver en bonne condition et de se retrouver à la bonne échappée dans un final d'une course comme celle-là qu'il serait trop dommage de perdre du temps. Mais évidemment, s'il est bien blessé et qu'il ne peut pas aller plus loin, comme c'était le cas d'Incapi tout à l'heure, bon, on est obligé de se résigner. Mais pour Balland, heureusement, ce n'était pas le cas. Bon, alors qui va allumer le pétard maintenant? Ils vont pas arriver tous les 8 ici sur le stade, sur le Vélodrome. Il va y avoir un pétard qui va être allumé au carrefour de l'Arbre ou au prochain secteur pavé. Il y a la deuxième partie du secteur pavé numéro 6. Oui, il y a quand même encore du pain sur la planche. Il y a des secteurs redoutables et vous l'avez cité, le carrefour de l'Arbre est en général un juge de paix sur ce Paris-Roubaix. Je le cite parce que c'est mythique et que généralement celui qui passe là, il a des chances d'aller au bout. C'est mythique parce qu'il est long, il est difficile et il intervient surtout à quelques kilomètres de l'arrivée dans le final. Donc c'est toujours un point décisif alors que Gousseff est en train de faire le retour. Ouais. Il va revenir lui aussi. Qui va allumer la mèche le premier? C'est difficile à dire. En tout cas, regardez le guidon de Vladimir Gousseff, complètement défoncé. Et il rentre, Gousseff. Ah, il rentre à l'énergie. Hein, à l'énergie. Thierry Adam, vous êtes derrière et vous pouvez témoigner du retour de Gousseff. Oui, en fait, il a mis un petit peu de temps. Alors, il a mis plus de temps que Balland à reprendre ses esprits, me semble-t-il. En tout cas, à retrouver le bon coup de pédale. Et puis là, il a quand même demandé directement, et surtout à Johan Brunel, parce que Johan Brunel, le mythique directeur sportif, manager général de la Discovery de Lance Armstrong, est venu à sa hauteur, est venu lui parler. Mais bon, c'est tout à l'énergie qu'il est obligé de revenir. Je suis pas certain que Gousseff ce soit seulement tout à l'heure. Parce qu'il a eu un problème avec Balland, qu'il ait du mal à revenir comme ça. Je suis pas sûr qu'il soit pas aussi un petit peu entamé celui-là. Ah, il a peut-être pris un petit éclat quand même parce que là, on a le droit d'être fatigué quand même. Oui, hein. non, mais là c'est normal s'il est fatigué à cet endroit de la course. Là, il n'y a pas de doute. Par contre, on peut apprécier à l'image qu'il a pris un choc sur les guidons et que son guidon est complètement en travers. Il n'a pas pris le soin de le remettre dans la bonne position. Et maintenant, bien sûr, il ne peut pas s'arrêter pour le remettre en ordre. Ça lui soumettrait à un effort beaucoup trop soutenu à ce stade de la course. Il perdrait toutes ses chances de pouvoir bien figurer. Donc il faut absolument qu'il continue comme ça. Et c'est une position assez inconfortable. Il n'arrive pas à rentrer. Il était sur le point de le faire, mais il est en train de craquer. Ouais. Non, ça sera dur pour lui. Il est peut-être traumatisé par la chute, mais visiblement, il commençait à être très très éprouvé. Ouais, Thierry, il a mieux senti que nous, lui est plus près du coureur, il a mieux senti que nous que Gousseff est un peu en bout de course, qu'il avait la volonté mais il n'y avait plus d'énergie. Voilà, on sort de ce secteur pavé numéro 6. C'était un nouveau secteur pavé en 2006. Hein. Nouveau secteur pavé de 1100 mètres. Des pavés qui étaient en bon état. Et Tom Bonnen devant, donc avec Bernard Ezel, avec Cancellara, avec Lev Oost, avec Peter Van Petegem. Et Thierry avec Gousseff qui ne reviendra sans doute pas, Thierry. Hein. Non, on ne sait pas. C'est sûr. Je pense qu'il va s'arrêter en fait. Voilà. Vladimir Gousseff a pris la précaution de s'arrêter à hauteur de son directeur sportif pour changer de vélo. C'est Johan Brunel qui descend. On va changer le vélo de Gousseff parce qu'effectivement, le coup qu'il a pris était trop embêtant pour son guidon. Et donc, Johan Brunel qui pousse son coureur Vladimir Gousseff, c'est un rôle qui est inhabituel, mais bon, sur cette course, il a décidé que c'était normal. Le plus expérimenté, le vrai homme des Flandres, c'est Dirk de Mol qui, pour l'instant, conduit la voiture. Et donc, Vladimir Gousseff qui a laissé évidemment une trentaine de secondes dans l'affaire. Est-ce qu'avec les voitures, est-ce qu'avec son courage, parce que c'est un courageux, un teigneux, est-ce qu'il va être capable de revenir dans le groupe? Là, c'est peut-être la question des 5 prochains kilomètres. On va voir, on a remarqué avec Laurent que Balland se tenait l'épaule là tout à l'heure. Il y a peut-être des séquelles. C'est pas très étonnant. Hein. Il est quand même tombé sur l'épaule de tout son poids, donc sur les pavés de surcroît. Donc je crois que oui, c'est tout à fait normal qu'il ait une douleur à l'épaule. Le contraire nous aurait étonné. Quant au retour de Gousseff, bon, si ces coureurs-là se regardent encore comme ça, il peut espérer revenir. Dans le cas contraire, il a quand même pris pas mal de retard maintenant. Et s'il revient, il aura laissé beaucoup de force. Les hommes de tête, Gousseff derrière, les hommes de tête, Tom Bonnen, Fabian Cancellara, Peter Van Petegem, Alessandro Balland, Leif Oost, Juan Antonio Flecha et Bernard Ezel qui est en tête actuellement. Et Balland qui est revenu. Non, c'était pas aussi grave qu'on voulait bien le dire. Hein. Il se touchait l'épaule. Et oui,
on serait inquiet à moins. Hein. Et Cancellara, toujours très vaillant devant. Ah, il fait un énorme boulot, Cancellara, depuis le début. Il a l'air vraiment très très bien, Cancellara. Cancellara, Boonen sont peut-être les deux coureurs qui ont l'air d'avoir les meilleures sensations et d'être encore les plus frais dans ce groupe. Hein. On voit un peu moins Fleccia hein, depuis tout à l'heure. Hein. Un petit peu moins, ouais. Bon, et tout à l'heure, sur la chute d'Alessandro Ballan, il est passé vraiment in extremis entre les mailles du filet. Hein. Là, il a frisé la correctionnelle à Juan Antonio Fleccia. Il est en dernière position et il est passé au travers de la chute. Je crois qu'il n'a pas vraiment compris comment il a pu s'en sortir. 21 km de l'arrivée en compagnie des hommes de tête et notamment d'Alessandro Ballan. Oh, qui a un petit bobo au coude là, mais c'est pas bien méchant. Ah, il ne trahit aucune inquiétude, hein, comme la plupart des coureurs. Bernard Ezel, derrière, 21 km de l'arrivée. On se rapproche du secteur pavé numéro 5, celui de Canfin en Pével, 1800 mètres. Attention, attention à ce secteur pavé, ils sont tous difficiles, mais celui-là est classé 4 étoiles quand même. Hein. Ouais, moi je pense une fois de plus que la décision va s'opérer dans le... Et Fleccia dans le secteur de... Ballan était parti et Fleccia vient le chercher. Oui, Ballan est parti un petit peu en facteur. Ouais, en facteur, mais il était parti quand même. Sans en avoir l'air, il a accéléré un petit peu. Et c'est surtout que derrière, ça ne suit pas vraiment. On commence à s'épier. Boonen, Van Petegem opèrent un marquage très serré, l'un et l'autre. Et Fleccia qui en met une couche. Et l'allure est en train à nouveau de remonter. Il a été quelque peu descendu, il y a eu un petit moment de flottement et finalement on a compris que... J'ai vu Boonen tirer la langue un peu, hein. C'est rare d'habitude, bon, mais là... il fait des grimaces. Il fait des petites grimaces là, il traduit une petite inquiétude. Le retour de Goussef. Eh oui, Goussef est rentré. Il est rentré, il a dû faire un gros effort. Mais c'est vrai qu'à l'avant, on voit bien que ça roule pas très fort finalement. On se donne un peu le compte sur les pavés. Sur les pavés, ça roule vite. On essaie un peu de pousser l'adversaire dans ses derniers retranchements. Mais dès qu'on arrive sur une route asphaltée, on s'épie davantage, on se livre moins. Et ça permet à ceux qui ont eu des soucis, à ceux qui sont tombés ou qui ont dû, comme c'était le cas pour Goussef, changer de vélo, de pouvoir revenir sans y laisser trop de force. Mais enfin, c'est quand même des efforts qui à la longue finissent par laisser des traces. 8 coureurs devant. Emmené par Juan Antonio Fleccia. Et accélération de Fleccia ici à l'entrée de ce secteur pavé. Secteur pavé numéro 5, celui de Canfin en Pével. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On accélère dès qu'on est sur les pavés. Et pour l'instant, le paquet est toujours de 8. Hein. Et cette fois-ci, c'est Fleccia qui s'y colle. Avec Cancellara qui n'est pas très loin. Boonen un peu en retrait. Les poursuivants sont à 2,13. Effectivement, ils ne reviendront pas. Attention, c'est un secteur pavé difficile, hein, 4 étoiles. Et tout le monde roule sur le haut du pavé, à part Fabian Cancellara, qui lui est sur la partie gauche. Goussef aussi un peu. Et hein. Goussef qui vient maintenant de descendre un petit peu, donc c'est une partie qui vibre davantage. La bande de roulement est beaucoup moins régulière que sur le haut du pavé. Et Fleccia qui se dit tout compte fait, je vais mettre sur le côté, mais c'est pas la bonne solution. Il revient sur le haut il reprend le haut du pavé. Et Goussef qui accélère. Contre toute attente, lui qu'on croyait perdu tout à l'heure, après sa chute, le voilà maintenant en train d'accélérer. Comme quoi il s'est refait une santé assez vite. Goussef, oui, c'est le vélo neuf qui lui va bien finalement. Il fallait changer de vélo, ça va mieux comme ça. Non, mais ça prouve qu'il a quand même des ressources. Ouais. Il est bien. Il a quand même encore des ressources, Goussef, et c'est pas cette chute qui anéantit son moral, loin de là. Il est tout étonné, il se retourne, il dit tiens, ça suit pas. Du reste, il me laisse. Ou alors il prépare un peu le terrain pour l'Eifost, allez savoir. Il y a peut-être une tactique qui est mise en place ici pour l'équipe Discovery Channel. Le champion du monde, vigilant. C'est vrai qu'on le voit grimacer quand même pas mal, ouais. Tom Boonen, c'est assez inhabituel. Bon, il est comme les autres, hein, alors que Cancellara accéléré. Et quand Cancellara accélère, ça fait mal. Hein. Comme tout à l'heure, là, on retrouve la même détermination que tout à l'heure et c'est Goussef qui est derrière. Et il y a un petit trou qui s'est creusé là avec Van Petegem. Boonen, est-ce qu'il bluffe? On l'a vu grimacer. Alors est-ce que c'est un coup de bluff de la part de Boonen? Est-ce qu'il a encore des ressources ou est-ce qu'il est un petit peu lui aussi poussé dans ses derniers retranchements? Est-ce qu'il est fatigué? C'est possible. Hein. Et pour l'instant, il laisse faire. Il laisse faire, c'est pas Host qui va faire l'effort. Van Petegem semble temporiser, il attend du soutien et pour l'instant, les deux sont devant. Goussef sont en train
Bon, de creuser, c'est pas un écart énorme, mais ils évoluent face au vent ici sur ce secteur. Et ça fait bien déjà une petite dizaine de secondes d'avance. Et Cancellara, il y va de bon cœur. Hein, et attention, parce parce que Cancellara, c'est un sacré rouleur, hein, ce garçon. Hein. D'un kilomètre à fond, ça lui fait pas peur. Hein. Il fait son petit contre-la-montre sur les pavés, là. Hein. Il y va. Et il ne se pose pas de questions, alors que Fletcher est derrière, en compagnie de Bernard Ezel, de Tom Bonnen. Et regardez, les deux hommes ne se retournent pas. Hein. Il va falloir réagir de toute façon dans la contre-attaque. Maintenant, ce qu'on peut appeler la contre-attaque, le groupe Bonnen. Ça s'est creusé, regardez. Il perd quand même beaucoup de terrain. Et c'est Fletcher qui relance la machine. Et flanqué directement de Tom Bonnen. Non, je crois que Bonnen est très attentif. Il n'a pas voulu faire l'effort. Je pense qu'il y a un petit coup de bluff de la part de Bonnen qui veut laisser à ses adversaires le soin de ramener un petit peu le paquet. Le soin de ramener le paquet. Il veut peut-être les obliger à se découvrir pour peut-être porter les stockades un petit peu plus loin. Bonnen un peu moins impérial que d'habitude quand même. Il faut dire qu'il est tout seul. Hein. La configuration de course n'est pas la même. Hein. Il est obligé de composer avec les éléments. Et c'est vrai qu'il est entouré de garçons de très grande qualité. Maintenant, regardez, l'écart est quand même important. 10 secondes, Laurent. C'est quand même Cancellara qui est devant. Hein. Il faut se méfier parce que Cancellara, 30 secondes, il ne reviendra pas comme ça après derrière. Hein. Le problème de Cancellara, c'est que Gusev ne va pas prendre de relais. Hein. Il va peut-être me faire mentir. Non, mais ça revient. Moi, je pense que Gusev a quand même intérêt de rouler. Hein. Regardez, on s'observe derrière. Hein. On s'observe. Fletcher ne peut pas rouler. Lefost n'a pas intérêt à rouler puisque Gusev est devant. Et puis Bonnen ne bouge pas. Et les deux hommes de tête, ils ont 10 secondes d'avance. 10 secondes d'avance pour l'instant pour Fabien Cancellara. L'écart, si ça reste dans l'état, si personne ne réagit derrière, l'écart va augmenter maintenant rapidement. Hein. Et c'est vrai que Bonnen est quand même déconcertant parce qu'il semble tellement facile qu'on a toujours l'impression, c'est vrai que ses démonstrations de force dans les courses précédentes nous laissent à penser qu'il a toujours des ressources. Il semble toujours facile, donc on ne sait pas vraiment où il en est. Mais si l'on analyse son gant Bevel Game de mercredi, il s'est dit fatigué, il s'est dit un petit peu en retrait, il n'avait pas vraiment récupéré du Tour des Flandres, donc peut-être qu'il est tout simplement pas dans une super... Nous arrivons au carrefour de l'Arbre. Jean-René Godard, juste derrière les coureurs de tête. Oui, effectivement, nous sommes sur le secteur du carrefour de l'Arbre, considéré toujours comme un des moments de vérité de ce Paris-Roubaix classé 5 étoiles, c'est-à-dire dans la catégorie la plus difficile, juste derrière nous, Fabien Cancellara qui ne laisse à personne le soin de mener le rythme soutenu. Le compteur de notre moto oscille autour de 40 km/h. Les pavés sont secs, il y a beaucoup de poussière, mais ils sont aussi assez irréguliers, un peu plus de 40 km/h, donc sous l'impulsion de Fabien Cancellara dans ce carrefour de l'Arbre, qui est l'un des endroits mythiques de Paris-Roubaix. Il y a énormément de monde, des gens qui se sont installés depuis hier, depuis avant-hier, avec des caravanines qui ont monté des tentes, bref, ils veulent ne rien rater de ce passage du carrefour de l'Arbre, avec toujours derrière nous ce travail de Fabien Cancellara qui pour l'instant nous fait une énorme impression. De la poussière, du suspense et derrière Alessandro Ballan qui emmène les poursuivants avec Peter Van Petegem dans la roue et Tom Bonnen bien calé derrière. 20 secondes d'avance pour les deux hommes de tête pour Gusev et Cancellara. 20 secondes, c'est pas insurmontable. Dans le carrefour de l'Arbre, on a vu des écarts beaucoup plus importants être réduits ou se produire simplement à la sortie du carrefour de l'Arbre. J'ai envie de dire que si l'écart est dans l'état, c'est préoccupant pour les poursuivants. Alors que Cancellara s'en va tout seul là. Hein. Ouais, il a pris quelques mètres d'avance à la faveur d'un petit virage que Gusev a mal négocié, mais il semble qu'il ne soit pas capable, Vladimir Gusev, de suivre le rythme soutenu qu'impose vraiment Fabien Cancellara. Ça va vite derrière aussi, pardonnez-moi Laurent. Ezel est distancé du groupe Bonnen. Et l'écart se stabilise, 19-20 secondes, c'est du pareil au même, il n'y a pas beaucoup de différence. Et toujours Van Petegem qui roule et Tom Bonnen qui reste en retrait. Fletcher qui est distancé. Fletcher a du mal. Jean-René, vous êtes avec les hommes de tête. Fletcher à son tour distancé. Oui, effectivement, nous sommes avec des hommes de tête, alors que nous allons bientôt quitter ce secteur du carrefour de l'Arbre, où il y aura eu énormément de monde et beaucoup de poussière, et où Fabien Cancellara nous a fait une très grosse impression. Voilà, nous arrivons à la fin de ce secteur avec, juste sur notre gauche, vous avez cette taverne flamand de l'Arbre qui marque la fin de ce secteur
bien une grande banderole qui a été mise. Merci Jean-Marie, signé les amis de Paris-Roubaix. C'est vrai que c'est le dernier Paris-Roubaix en tant que directeur aujourd'hui pour Jean-Marie Leblanc. Voilà, nous venons de passer devant le panneau arrivé 15 km. Nous nous mettons juste après le virage sur la droite de la route. Voilà. Et tout de suite, nous allons voir arriver les hommes de tête qui vont déboucher. Voici Fabien Cancellara qui est tout seul, effectivement. Confirmation, Fabien Cancellara qui est parti seul. Je vous disais tout à l'heure qu'il nous faisait une énorme impression, ce Fabien Cancellara. Eh bien le voilà, nous sommes juste calés maintenant. Derrière lui, nous rentrons dans le secteur pavé numéro 3. Fabien Cancellara, seul en tête. Il a actuellement sur ce secteur pavé, ce qui est assez étonnant, une allure de rouleur. On a l'impression qu'il va disputer, et c'est presque le cas d'ailleurs maintenant pour lui. À partir du moment où il a décidé d'attaquer seul, eh bien c'est presque un contre-la-montre, alors qu'il est passé, rappelons-le, il y a quelques instants, devant le panneau arrivé 15 km. Nous sommes sur le secteur pavé numéro 3. Un homme seul en tête, Fabien Cancellara. Fabien Cancellara qui fait une véritable course contre la montre, alors que derrière, on voit Tom Boonen. Le groupe Boonen est à 30 secondes. 30 secondes et c'est Lev Host qui prend en main les opérations. On a l'impression que Tom Boonen est en train de perdre son pari et de perdre Paris-Roubaix. Disons que Boonen a ses limites, on est content de le voir, de toute façon que c'est un garçon qui est fait du même bois que les autres, il a ses limites et aujourd'hui visiblement Boonen n'est pas dans un très grand jour. Il a été un petit peu piégé, sans équipier, et dans le final, il est dominé par Cancellara qui fait quand même une forte impression. Ici, Leif Host a compris que Gusev, décramponné, ne pouvait plus rien espérer de bon, et il tente à son tour d'aller décrocher une place d'honneur, parce que je pense que Cancellara est parti maintenant pour remporter ce Paris-Roubaix, sauf accident. Connaissant ses qualités de rouleur et surtout par rapport à l'impression qu'il dégage, je ne vois pas comment il pourrait être battu aujourd'hui. 13 km de l'arrivée, une impression, effectivement, vous avez raison de le dire, une impression de puissance extraordinaire, alors que derrière, eh bien, on sent que Tom Boonen éprouve d'énormes difficultés. 30 secondes de retard pour Boonen qui est doublé par Fletcher, et c'est Lev Host qui est parti avec Peter Van Petegem. Et la conséquence, 15 km de l'arrivée. La conséquence de cette, ce qu'on pourrait appeler peut-être une défaillance de Tom Boonen contre toute attente, c'est qu'il a piégé tous ses adversaires finalement. Hormis Cancellara qui a anticipé, eh bien, tous les autres attendaient qu'il réagisse sans vraiment comprendre pourquoi il ne le faisait pas. Ils sont bien obligés maintenant de se rendre à l'évidence et c'est peut-être déjà un peu tard. Il est dans le dur, Boonen, derrière, on voit Lev Host et Peter Van Petegem et Cancellara toujours devant. Un festival pour Cancellara qui est en passe de réaliser un superbe exploit dans cette 104e édition de Paris-Roubaix. Thierry Adam, vous êtes en compagnie de Tom Boonen. Oui, d'abord vous confirmez que c'est fini pour Bernard Heisel depuis un petit moment, depuis le début de la dernière tranchée. Et Tom Boonen qui, confirmation, eh bien, paye peut-être un petit peu tous ses efforts dans le Tour des Flandres, qui n'était pas aussi aérien, qui n'avait pas de coéquipier, on l'a dit à un moment, même si c'était loin de l'arrivée, c'était peut-être trop loin de l'arrivée. Il n'a pas été protégé comme d'habitude, il a donné beaucoup. Et aujourd'hui, eh bien, je crois qu'en ce moment même, Tom Boonen, le champion du monde, est en train, eh bien, le tenant du titre, le vainqueur de Paris-Roubaix, est en train de capituler. C'est pas encore sûr, mais en tout cas, il n'a pas son coup de pédale habituel, nettement moins aérien. Il est toujours accompagné par Juan Antonio Fletcher, mais je ne vois pas. Non, c'est fini pour Tom Boonen. Tom Boonen qui ne reviendra sans doute pas, qui se bat, qui aperçoit Balade, qui aperçoit Lev Host devant, mais qui est loin d'être là dans une situation habituelle. Ah, il a du mal, on l'a vu sur son visage, il y avait de la résignation. Il est derrière Juan Antonio Fletcher, mais Alessandro Balane est devant, Peter Van Petegem est devant, Lev Host est devant, et puis surtout, à l'avant de la course, il y a Fabien Cancellara. Derrière Fabien Cancellara, on va retrouver tout de suite Jean-René Godard. Oui, Henri, effectivement, nous sommes calés juste derrière Fabien Cancellara, qui véritablement nous fait une impression énorme. Je parlais tout à l'heure, et vous-même et Laurent également, de cette étape en quelque sorte contre la montre, contre lui-même, contre la souffrance, contre les kilomètres, contre les derniers pavés. Eh bien, on peut dire que Cancellara, alors qu'il rentre à l'instant à Schering, eh bien, on peut dire que Fabien Cancellara a fait le plus dur en passant ce carrefour de l'arbre
puis le secteur qui suivait le secteur numéro 3. Il a fait le plus dur car il se trouve maintenant sur des routes qui sont beaucoup moins hostiles. Il lui restera bien sûr le secteur numéro 2, le secteur de M. Mais ce secteur n'est pas méchant. Puis le dernier, le secteur Charles Krupeland, tout près du vélodrome de Roubaix, secteur dédié aux anciens vainqueurs de Paris-Roubaix. Mais Fabien Cancellara, on peut le dire, dans le carrefour de l'Arbre, a fait à coup sûr le plus dur. Et là, vous voyez, leur doisier est venu à côté de lui montrer les écarts. Fabien Cancellara n'a même pas levé la tête, souvent habituellement dans des positions similaires. Des coureurs qui se trouvent à l'avant regardent pour essayer de juger la situation, juger l'écart. Là, Fabien Cancellara, peut-être a-t-il aperçu le chiffre qui était inscrit, en l'occurrence 22 secondes, mais rien de plus, pas de geste pour regarder cette ardoise. Une seule obsession dans sa tête, rouler le plus vite en cherchant les meilleures trajectoires. Il a adopté, je vous l'ai dit tout à l'heure, une position de coureur en train de terminer un effort dans un contre-la-montre individuel. Et Fabien Cancellara, qui nous avait déjà fait une énorme impression l'année dernière dans Paris-Roubaix, eh bien Fabien Cancellara, qui était cité derrière Bonnane comme un des principaux favoris de ce Paris-Roubaix, il est en train de confirmer véritablement. Il a très intelligemment couru, il n'a jamais hésité à imposer le train, le rythme sur les secteurs pavés. Et là, au bon moment, dans ce fameux carrefour de l'Arbre, il a fait l'effort pour s'envoler et partir seul. Véritablement du très beau travail. Impérial, on l'a souvent dit, c'est dans le carrefour de l'Arbre effectivement que se joue très souvent le Paris-Roubaix. La légende de Paris-Roubaix se fait dans le carrefour de l'Arbre. Il est devant, il va sans doute l'emporter. 31 secondes d'avance sur les poursuivants, Leif Haus, Gusev et Peter Van Petegem qui est toujours là. Un bon point, Peter Van Petegem quand même, qui n'a pas baissé la garde. Mais derrière, vous l'avez vu, Boonen est dans le dur. Il a rattrapé Alessandro Ballan. Mais il est mal, il est avec Flecha et on sent qu'effectivement l'Agnac, il n'y a pas l'Agnac aujourd'hui, il n'a pas le coup de pédale des derniers jours. Il était bien sur les pavés et là, il prend les roues et il y a Flecha qui essaie d'en remettre un petit peu une petite couche. Il y a Ballan qui est reparti, mais ces hommes-là ne reviendront pas, Laurent. Non, je crois que Flecha, Boonen et qui est avec eux encore oui, je pense que Ballan, Flecha, Boonen, Ballan, le trio aura du mal peut-être à revenir sur le trio qui le précède, avec Van Petegem notamment. On sent bien Tom Boonen fatigué, on le sentait fatigué déjà sur Gambelgem. Confirmation est faite aujourd'hui dans ce final de Paris-Roubaix, très exigeant avec du vent de face, et confirmation également que Cancellara était dans un très grand jour. Il l'a affirmé toute la semaine, il se sentait très bien. Alors là, il y a un incident maintenant, attention, ouais. Ah, on passe à niveau, les coureurs ont été trop vite, ils sont arrivés avant le train et puis voilà ce qui arrive. La Cancellara est passée avant les courses. Ouais, alors attention. Comme quoi tout peut arriver. Ah, ils leur font signe de s'arrêter, non, ils vont passer. Si le train arrive, ils sont bien obligés de s'arrêter. Le règlement est clair. Alors ça, juste le train, alors là, oui, alors on entend. C'est pas le moment d'y aller là. Non, il fallait surtout pas y aller. Mais alors regardez la détresse de Ballan. Oui, mais non, on passe pas quand il y a un train. Puis alors c'est pas de chance, c'est un train de marchandises, Thierry Adam. Thierry. C'est terrible, moi je crois pas qu'ils pouvaient revenir, ça y est. Non, mais c'est terrible quand même. Juste au panneau 10 km, ils sont passés, heureusement que les spectateurs leur ont fait signe qu'il se passait quelque chose. Alors on a cru un instant que c'était les trois de devant qui tombaient, parce qu'en fait ils les avaient en point de mire et je pensais qu'ils allaient revenir et il me semblait que Tom Boonen avait retrouvé pas le coup de pédale de d'habitude, mais bon, il avait remis un petit peu, il avait retrouvé un petit peu d'allant et Flecha l'a beaucoup aidé, et quand ils ont rejoint Ballan, ils ont retrouvé un petit peu de cœur à l'ouvrage, et à ce moment-là, heureusement que les spectateurs leur ont dit stop, parce que le train arrivait vraiment au même moment, et donc ils ont réussi à s'arrêter. On a vu l'image en direct, effectivement. C'était anecdotique, mais bon, c'est fini pour Boonen, pour Flecha et pour Ballan, c'est fini. Oui. Non, là, il y a 40 secondes pour les poursuivants et 1:12 derrière. Oui. Donc c'est fini, d'autant que Cancellara est plutôt bien devant et lui, il ne se pose pas de questions et il n'a pas vu passer le train, lui. Et il est passé plus vite que les autres, il est passé avant que la barrière ne se ferme. Et heureusement pour lui d'ailleurs, parce qu'il aurait pu perdre Paris-Roubaix. Comme quoi, tant que la ligne arrivée n'est pas franchie, il n'a pas encore course gagnée. Il faut toujours tenir compte de tous les paramètres. Il n'est pas à l'abri d'une crevaison encore, on a vu ça dans le passé. Mais bon, Cancellara, un redoutable finisseur, parce que n'oublions pas que sa spécialité, la première, c'est d'abord d'être un bon coureur contre la montre, un excellent même coureur contre la montre. Spécialiste du contre-la-montre, il a été champion du monde. D'ailleurs, dans les jeunes catégories de la discipline, c'est vous dire si c'est un bon rouleur. Et connaissant sa détermination maintenant à ce stade de la course, il est bien évident qu'il sera difficile à rattraper.
Eurosport Fitness Club. De mardi à vendredi, retrouvez votre coach Samuel Rousseau pour une séance de fitness tonique à domicile. Entretenez votre forme sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Deuxième secteur pavé numéro 2, 1,4 AM, 8 km de l'arrivée, c'est quasiment gagné pour Fabian Cancellara. On a entendu vraiment du dépit ici de la part des Belges quand ils ont vu sur le grand écran l'image effectivement du train et du passage à niveau. Ça a été diversement apprécié, mais je crois qu'il faut rester sport. Cancellara est plus fort aujourd'hui. Le Suisse est devant et l'épisode du passage à niveau n'a pas changé grand-chose et n'a pas faussé la course, il faut le dire. Aucune incidence sur la course. La sélection a été faite auparavant. Heureusement d'ailleurs que ça n'a pas eu d'incidence, j'ai envie de dire, mais il est clair que les positions qui sont pour l'instant celles de la course sont très claires. La course a été finalement assez limpide, elle s'est déroulée à la régulière et Cancellara est tout simplement le plus fort aujourd'hui. Voilà, Cancellara devant, il évite les pavés quand même, il se met sur le côté. Regardez, Fabien Cancellara commence à penser à la victoire, qui commence à entrevoir le vélodrome et la ligne. Il n'est plus qu'à 8 km de l'arrivée. 8 km de l'arrivée pour le Suisse Fabien Cancellara, qui va sans doute remporter la plus belle victoire de sa jeune carrière. Il est né le 18 mars 1980 à Berne en Suisse. Beau coureur d'1m85 pour 80 kg. Il est beau sur son vélo, très très beau sur son vélo. Il est très efficace surtout, c'est ce qui compte. Bon, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est l'efficacité d'abord. C'est pas mal quand même. Évidemment, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que Cancellara a un beau style. Il est très agréable à voir pédaler, évidemment. Thierry, vous êtes toujours en compagnie de Tom Bonnen, de Fletcher et d'Alessandro Ballan, non? Ben non, parce qu'on est sans pitié pour vous les avez déjà largués, pour les héros qui ne le sont pas aujourd'hui. Et ça c'est bien, mais tant mieux pour le cyclisme, c'est une image, c'est tellement rare de le voir. Je l'ai vu dans le vent tout à l'heure, à l'instant où on l'a doublé Tom Bonnen, qui mettait un peu la tête à droite, la tête à gauche. Bah oui, le vélo c'est humain, il y a des jours où on est très bien, il y a des jours où on est un petit peu moins bien, et ça c'est à la fois rassurant et formidable. C'est la grande image du sport et aujourd'hui de cette grande bagarre pour ce Paris-Roubaix. Non, je me suis mis maintenant à la hauteur de ceux qui vont sans doute disputer la deuxième, la troisième et la quatrième place, et c'est pas facile pour Peter Van Petegem. Il a fait quatrième du Tour des Flandres et là aujourd'hui il est pris dans un sandwich, le sandwich bleu de la Discovery Channel. Et pour tout vous dire, Goudsef est venu à hauteur de Leif Host tout à l'heure pour discuter un petit peu avec lui, se dire qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait sauter Peter Van Petegem. Je peux vous dire qu'à la sortie de ce secteur pavé ou sur le dernier secteur pavé, il y en a un des deux qui va attaquer, qui va feinter, et c'est l'autre qui va partir. Alors vous dire que c'est Goudsef ou Host, je pense que c'est Leif Host qui va essayer de partir tout seul. À 2 contre 1, c'est pas évident, pas facile pour non, c'est jamais facile, mais bon, il n'y a pas la victoire au bout non plus, donc ils ont 45 secondes de retard sur Cancellara, une petite trentaine de secondes d'avance sur le trio composé avec Bonnen. Je pense que sans l'épisode de la barrière, il ne faut pas oublier quand même que le groupe Van Petegem a été quelque peu ralenti aussi par cet épisode. Bon, bien sûr, Bonnen a été carrément arrêté, il a dû attendre que le train passe, tout comme Fletcher, donc c'est sûr que sans ça, il ne serait pas 3 en poursuite, il serait 6. Mais s'ils se regardent un petit peu, les trois poursuivants, eh bien, ils vont voir revenir rapidement Fletcher, Bonnen dans leur roue, ça c'est inévitable. Donc ils n'ont pas vraiment, franchement, intérêt à manœuvrer de la sorte, d'autant plus que la victoire maintenant est inaccessible pour eux. Jean-René, une dernière intervention à 8 km, à 6 km maintenant de l'arrivée au Vélodrome. Oui, effectivement, 6 km de l'arrivée, nous venons d'entrer dans la localité de M. Fabien Cancellara a effacé sans problème la partie pavée portant le numéro 2. Il lui reste donc simplement un secteur, le secteur de 300 mètres. Charles Kuppelang à côté du Vélodrome et Fabien Cancellara maintenant file vers un triomphe au Vélodrome de Roubaix. Alors Fabien Cancellara, on peut le dire aujourd'hui, réalise l'un des rêves de Bjarne Riis qui nous disait toujours: j'ai gagné le Tour de France, j'ai probablement avec Basso et quelques autres la possibilité de regagner le Tour de France par corps interposé, mais je rêve d'avoir un jour un coureur qui remporte Paris-Roubaix. Eh bien Cancellara avec le maillot de la CSC va le faire aujourd'hui. Et petit signe du destin pour les gens qui croient aux chiffres, qui croient au signe du destin. Figurez-vous que la voiture de l'équipe CSC qui est à notre droite et qui suit Cancellara pour les derniers kilomètres, eh bien porte tout simplement le numéro 13 sur le pare-brise arrière.
derrière. Alors, c'est un 13 qui porte bonheur. Ah, c'en est un qui porte bonheur, c'est pas la même chose pour tout le monde. Voici Peter Van Petegem avec Gusev et Host. Ils sont toujours tous les trois, ils sont à 47 secondes de Fabian Cancellara. Nous sommes à 5 km de l'arrivée, alors que Tom Boonen et les autres poursuivants sont à 1:12. Cancellara qui est sur un nuage, là, qui pédale dans la joie. On le voit, on l'a vu sur son visage, il était déterminé, il a vraiment envie d'y aller, il savoure vraiment le moment et il y a vraiment de quoi savourer. Ah, il savoure là. Et il en reste néanmoins très très efficace. Il a un coup de pédale fluide, il n'est pas du tout heurté, il ne met pas trop de braquet. Ça tombe bien, il est toujours très efficace et d'ailleurs il continue d'accroître son avance, 47 secondes d'avance. Thierry en compagnie de Boonen, vous avez retrouvé Tom Boonen? Oui, en fait, on a fait un écart 28 secondes à l'entrée de M en ce qui concerne l'écart entre, non pas l'homme de tête, hein, mais le trio avec Host, avec Gusev et avec Van Petegem. Mais là, le trio qui est derrière, avec Fletcher, avec Balan, qui porte les stigmates de sa chute, hein, et avec Boonen, eh bien l'homme faible, le maillon faible aujourd'hui, c'est Tom Boonen. C'est lui qui n'arrive pas à prendre les vrais relais. Et donc, il casse à chaque fois cette poursuite. Et je ne suis pas certain que ces trois-là, qui étaient pas mal hein, tout à l'heure, qui revenaient bien, je ne suis pas certain, ils passent le panneau 5 km, je suis pas certain qu'ils reviennent sur le groupe, le trio juste devant eux. Alors c'est toujours la poisse pour Guédon qui était un peu loin derrière mais qui a crevé. Bah, ça sont des choses qui arrivent malheureusement dans Paris-Roubaix. On n'a pas vu beaucoup de crevaisons aujourd'hui. Pas tant que ça, non, on les a pas toutes vues. On les a pas toutes vues, on a vu Choff, effectivement, on a vu Ezel, on a vu Guédon et on a vu Cancellara qui se marre là. Il est bien, regardez. Ah, il est heureux, regardez ce sourire. Ouais. Ah, il sourit à gorge déployée, à moins qu'il ne souffre. Non, c'est pas de la souffrance. C'est un mélange de souffrance et de joie, je crois, moi. C'est un mélange, oui. Extraordinaire ce qui doit se passer ça dans doit être quand même assez extraordinaire d'arriver seul dans une course comme celle-là. Vous imaginez, Henri, vous arrivez seul sur le vélodrome qui acclame le vainqueur. Et là, vous savez que c'est pour vous, hein. Il n'y a pas de sprint à disputer. Il va pouvoir savourer ce tour de piste. Il n'a plus de questions à se poser, là. Hein. Il entre vraiment dans la légende par la grande porte. Voilà. Cancellara a fait une démonstration aujourd'hui. Madame, monsieur, j'apprends vite et peux travailler dans les environnements les plus dangereux et bruyants. J'ai rien cassé de la journée. Shifting Gears avec Aaron Kaufman du lundi au vendredi sur Eurosport et Eurosport Player. Il va se régaler sur le dernier secteur pavé d'un kilomètre 500, de 300 mètres plutôt à 1 km 500 de l'arrivée, de ce fameux secteur baptisé Charles Krupland, du nom de ce coureur roubaisien qui avait gagné Paris-Roubaix, il faut rappeler, en 1912. Il va gagner Fabian Cancellara, 51 secondes d'avance sur les poursuivants, 1,23 sur le champion du monde, Tom Boonen, qui était donné le grand favori de la journée et qui est battu par plus fort que lui aujourd'hui. Comme quoi le cannibale peut être battu, le grand cannibale, le successeur d'Eddy Merckx, est battu aujourd'hui par un coureur suisse qui était au mieux de sa forme. Il ne faut pas l'enterrer pour autant, Tom Boonen, ça reste un immense champion et le fait qu'il soit battu aujourd'hui, c'est même, je vais vous dire, c'est même très rassurant. C'est quelque chose de naturel. Tom Boonen, comme les autres, accusait la fatigue. Voilà, il était dominateur depuis le début de saison. Il avait bien préparé son affaire. Il était super bien autour des Flandres, mais malheureusement pour lui, il n'a pas bien récupéré. Il a fait beaucoup d'efforts en début de saison. Et il a peut-être un petit peu mal calculé. Il est arrivé sur Paris-Roubaix, pas à 100% de ses moyens. Et malheureusement, il a dû se résigner face à plus fort que lui. Et puis il s'est retrouvé tout seul aussi. Devant, Cancellara, tout seul. Derrière, encore une petite bagarre. Thierry Adon. Belle bagarre entre les deux groupes de 3, les deux trios, parce que là on est sur une partie de la route à 4 km de l'arrivée, un petit peu moins maintenant, où les deux trios se voyaient et tout de suite eh bien, en champion, hein, parce que finalement Tom Boonen il a pris un sacré coup derrière la tête. Je peux vous dire qu'il est déçu de savoir qu'il ne peut pas gagner pour la deuxième fois consécutive ce Paris-Roubaix. Il a vraiment été sonné KO debout comme un boxeur, mais quand il a aperçu le trio, eh bien il s'est remis en danseuse, il a réaccéléré et il tente de revenir, mais devant, je viens de me mettre à la hauteur du trio qui va se bagarrer sans doute pour la deuxième place, eh bien Lev Host a senti que derrière ça pouvait revenir, et donc c'est lui qui a réaccéléré avec Van Petegem maintenant, le premier trio à 3 km de l'arrivée. Ça ne reviendra pas. 2 km de l'arrivée pour Cancellara, l'homme de tête qui serre les dents, 51 secondes derrière. Les autres coureurs avec Peter Van Petegem, avec Lev Host et Gusev, et ceux-là vont s'expliquer. Et oui, on le disait tout à l'heure, Laurent le disait, les coureurs de Discovery ont intérêt à attaquer Van Petegem. C'est pour la place d'honneur, hein, c'est pour la deuxième place, mais c'est une place qui est importante. Pas content, hein, Van Petegem. Il n'est pas heureux, on l'a vu discuter tout à l'heure. Alors que Cancellara devant, puissant sur le vélo, il va attaquer le dernier secteur pavé, le secteur pavé numéro 1.
le secteur baptisé Charles Krupland. Regardez-le, le coureur suisse. Il est exactement à 1 km 800 d'arrivée. Alors là, on se pose plus de questions, on appuie très fort sur les pédales. Et derrière, on s'est observé 1,04 pour les poursuivants. Et Bonnen ne reviendra pas sur les 3 hommes qui sont juste devant lui. Bonnen sprintera pour la 5e place. Et voici, il rentre dans le dernier secteur pavé. Regardez cette image symbole. Et ovation ici dans le vélodrome de Roubaix. 1 km 5 de l'arrivée. Fabian Cancellara, tout seul, sur un petit nuage, sur les pavés. Et il va l'emporter, il va remporter la plus belle victoire de sa carrière. Superbe ce qu'il a fait, la flamme rouge du dernier kilomètre. Des pavés qui ne sont pas disjoints là. C'est un secteur pavé qui est exemplaire. Et regardez l'entrée. L'entrée sur le vélodrome. Je vous laisse entendre la clameur de la foule. L'entrée, vous êtes dans la roue du champion, dans la roue de Fabian Cancellara qui va rentrer sur le vélodrome de Roubaix. Un vélodrome qui est plein à craquer. Nous sommes juste devant et voici l'ovation pour Fabian Cancellara. Ah, ça doit être grisant de se retrouver comme ça. On en a la chair de poule. Fabian Cancellara qui va faire le tour de cette piste, qui est une piste qui est assez longue, 500 mètres. Dernier tour, la cloche. Et tout le monde debout dans les tribunes pour saluer ce Suisse téméraire qui va remporter le 104e Paris-Roubaix. Fabian Cancellara tout seul. Les poursuivants tout à l'heure étaient à 1 minute. Ah, il a le temps de regarder. Non, il n'y a aucune question à se poser, Fabian. Il aura passé la ligne. Je pense que les poursuivants ne seront peut-être même pas encore rentrés sur le vélodrome. Alors regardez, c'est plus... Ah ouais, là j'ai gagné. Ouais, là il y va. Il lève les bras. Pas trop tôt, il y a encore 300 mètres. Mais il a gagné. Les doigts tournés vers le ciel. Superbe victoire de Fabian Cancellara. Il la mérite cette victoire. Il avait fini 4e de Paris-Roubaix en 2004. Il avait fini 5e en 2005. Et il va l'emporter. Fatigué mais heureux, victoire de Fabian Cancellara. Magnifique, exténué, magnifique. Ouais, heureux surtout, heureux. 42 super. De moyenne. 42, c'est une des plus belles moyennes. Ouais, une course magnifique aujourd'hui et une course magnifique de Cancellara. C'est vraiment extraordinaire. Une belle démonstration. Les 3 autres viennent d'entrer. C'est Gusev qui est devant. Gusev devant Peter Van Petegem, suivi de Leif Oost. La logique voudrait que Van Petegem prenne la seconde place. Il est rapide au sprint. Et ça serait beau pour lui aussi, mais là, ils vont se la jouer tactique. Ils vont se la jouer tactique. Pour l'honneur, les Belges vont se livrer quand même bataille. C'est vrai que la place du premier Belge revêt une importance capitale quand même sur un Paris-Roubaix. Alors, Gusev devant, Van Petegem qui va essayer de passer, mais Leif Oost qui est derrière. Il se la joue en pistard alors que les autres, avec Tom Bonnen, viennent de rentrer. Avec Fletcher. Alors, on va suivre d'abord le sprint pour la 2e place. C'est Van Petegem qui grimpe, j'allais dire. Bon, la piste n'est pas très pentue. Suivi de Leif Oost. Gusev qui n'a pas abandonné toute prétention pour la 2e place. Van Petegem en haut. Leif Oost qui est prêt à plonger. Toujours Van Petegem avec Leif Oost. Ah, bien joué Van Petegem, mais Leif Oost va essayer de revenir et va sans doute passer. Leif Oost qui va faire, qui prend la 2e place. Leif Oost devant Peter Van Petegem et Gusev. Petegem a bien joué, mais il a bien joué en bon pistard. Il est monté comme il le fallait, il a pris l'élan, mais il n'avait plus de ressources. Un peu plus puissant. Oost avait encore un peu plus de fraîcheur. Ah là, il va falloir respirer. Attention, le sprint maintenant pour la 5e place entre Fletcher, Bonnen et Balland. Alors c'est Fletcher qui est devant. Là, on va se lever parce qu'allez, on les voit. Fletcher, Bonnen qui va passer. Bonnen qui fait l'effort et Balland qui aura du mal à rentrer. Bonnen qui, dans un sursaut d'orgueil, va effectivement prendre la 5e place. C'est bien, c'est le signe d'un grand champion qui n'abdique pas. Il n'a pas baissé les bras, Tom Bonnen. Il doit être extrêmement déçu ce soir. On le serait à moins, mais il est allé jusqu'au bout. 5e, alors qu'il avait gagné le Tour des Flandres la semaine dernière, alors qu'il pouvait encore réaliser, oh là là, il y a une grosse bousculade. Il pouvait encore réaliser un exploit. Grosse bousculade autour de Fabian Cancellara qui a réalisé un superbe exploit. Ah, ça décoiffe. Ça décoiffe. C'est bon là. Est-ce qu'il est heureux? Ah, il la savoure cette victoire. Et il est entouré. C'est le moins que l'on puisse dire.
Ah, il est allé la chercher, il était généreux. Et on l'a vu, même à la mi-course, il était devant. Hein. Oui, quand on regarde de plus près, c'est vrai que si on analyse les points forts de la course, la tranchée d'Arenberg avec le passage de cette tranchée sous l'impulsion d'abord de Tom Boonen, mais ensuite le relais a été pris rapidement par Fabien Cancellara qui n'a pas manqué de disloquer le peloton. Ils étaient 17 alors à la sortie. Lorsque Boonen s'est retrouvé isolé, et bien à nouveau quand